Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Violente charge de Cécile Duflot contre Manuel Valls après ses propos sur les Roms. La ministre du Logement donne un sérieux coup de griffe à la solidarité gouvernementale et en appelle au président Hollande. François Hollande, justement, qui s'est refusé à tout commentaire sur ce nouvel accroc au sein du gouvernement. En déplacement à Florange, le chef de l'État a tenu à justifier ses choix pour le site lorrain et annoncer la création d'un centre de recherche industrielle pour la sidérurgie locale, promettant de revenir tous les ans. Après la condamnation de Sephora pour ouverture nocturne, c'est au tour de Castorama et de Leroy Merlin de se voir contraints à fermer des magasins le dimanche. La décision judiciaire relance le débat politique. Les réactions dans ce journal. Et puis, courbe du chômage, PIB, taux d'endettement, politique de l'offre, vous en avez peut-être assez, on peut le comprendre, d'entendre toutes ces rhétoriques utilisées à longueur de journée dans les médias. Eh bien, si tel est le cas, on vous propose ce soir une approche différente, la vôtre, enquête, au cœur de la société française avec François Miquet-Marty, auteur du livre « Les nouvelles passions françaises ». Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un sacré coup de griffe à la solidarité gouvernementale. Cécile Duflot n'a pas pris de pincettes pour dénoncer les propos de Manuel Valls sur les Roms, accusé, je cite, d'aller au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. Et la ministre du Logement enfonce le clou en interpellant directement François Hollande. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. Cécile Duflot est-elle allée trop loin? Aux journées parlementaires des Verts à Angers, la ministre a créé la surprise en attaquant violemment son collègue Manuel Valls après ses propos sur les Roms. Quand on dit ça, on est au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain. Une déclaration qui va à l'encontre des règles imposées par François Hollande. Les ministres ne doivent pas étaler publiquement leur division. Le chef de l'État s'est refusé à tout commentaire. Quant au Premier ministre, il s'en tient au texte adopté par le gouvernement sur la question des Roms. Je me souviens de l'été, pas l'été dernier, l'été d'avant, où cette question s'était posée, pas simple du tout. Nous avons fait une réunion interministérielle que j'ai présidée, et puis ça s'est traduit par une circulaire que Cécile Duflot a signée, que Manuel Valls a signée. Une sortie de Cécile Duflot qui intervient en pleine crise du parti écologiste. En une semaine, le mouvement a perdu son secrétaire général, Pascal Durand, et Noël Mamère, figure très médiatique. La ministre est au cœur des critiques, accusée d'une trop forte poigne et de former un clan au sein du parti. Cette attaque contre Manuel Valls lui permet volontairement ou non de déplacer l'attention, voire de reprendre la main. Et le président de l'UMP a saisi la balle au bond. Jean-François Copé demande solennellement au président de la République de trancher immédiatement le différend qui oppose les deux ministres, Duflot et Valls. Que cesse cette mascarade, a-t-il lancé suite aux propos de la ministre du Logement. Et justement, cette critique acerbe de Cécile Duflot a brouillé la communication du chef de l'État en déplacement aujourd'hui à Florange. Visiblement agacé, le président n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes sur cette nouvelle polémique. Il s'en est tenu au cadre de sa visite, annonçant la création d'un centre de recherche industrielle pour la sidérurgie lorraine. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Les sifflets, le chef de l'État n'était pas le bienvenu ce matin sur le site d'ArcelorMittal à Florange. Comme il l'avait promis lors de sa campagne présidentielle, François Hollande est revenu expliquer ses choix devant les représentants syndicaux du site de sidérurgie. Après l'arrêt des hauts fourneaux en avril dernier, François Hollande a fait ce matin une déclaration. Je suis venu faire une annonce qui est celle de la création d'une plateforme publique de recherche et de développement industriel pour la sidérurgie lorraine. De 20 à 50 millions d'euros seront dégagés. Côté syndicat, les avis divergent sur la création du centre de recherche. Ça fait 40 ans que l'État commet une grave erreur en ayant laissé tout cet espace-là de recherche au privé. Enfin, ils reprennent le dessus. Enfin, ils comprennent que pour garder des emplois, pour garder des industries et notamment aider les PME, PMI, il faut un centre public de recherche et développement. Pour la CGT, ce n'est pas suffisant.
Le plan de recherche, je veux dire, c'est pas la réponse à ce qu'on attendait. On n'est pas à la mesure de ce qu'on attendait. C'est un élément de contexte qui est important, mais ça ne répond pas à la problématique de Florange. François Hollande a promis qu'il reviendrait chaque année sur le site d'ArcelorMittal à Florange pour être sûr qu'une annonce ne vient pas s'ajouter à une autre et qu'elle reste sans effet. Si vous avez l'intention de bricoler en cette fin de semaine, eh bien prévoyez de faire vos courses le samedi. La justice vient en effet d'ordonner aux enseignes de bricolage, Castorama et Leroy Merlin, de rester fermées le dimanche et gare aux réfractaires. Une astreinte provisoire de 120 000 € par magasin et par dimanche sera appliquée en cas de non-respect du jugement. Une décision judiciaire qui relance le débat politique. On voit tout cela avec Mounir Soussi. C'est un des 15 magasins concernés par l'interdiction. L'ouverture le dimanche, ici, c'est fini. Un coup dur pour l'enseigne. Le chiffre d'affaires dominical représente le double d'une journée de semaine. Un coup dur aussi pour les salariés volontaires. Ça nous faisait l'équivalent d'à peu près 100 € en plus par dimanche travaillé. Donc à la fin du mois, c'est quand même pas négligeable. Donc choqué à première vue, oui, choqué. La décision de justice met en avant la complexité de la réglementation du travail le dimanche. Entre les 5 autorisations annuelles délivrées par les maires, l'ouverture toute l'année dans les zones touristiques et les dérogations autour des grandes villes, une clarification est nécessaire. La loi n'est pas assez précise. Regardez, par exemple, j'ai voulu faire ouvrir les magasins de bricolage le dimanche. Pourquoi je n'ai pas pu le faire par amendement? C'est qu'il n'y avait pas de convention collective suffisamment protectrice. Pour la sénatrice, des accords de branche pourraient démêler la situation au cas par cas, une option balayée par les syndicats. Cette solution reviendrait à détricoter le droit du travail. Nous réagissons très bien à ces décisions de justice et montrent que nous avions raison dès le départ sur les lois Debré pour les magasins d'ameublement et les lois Maillet sur les créations des zones puces et zones touristiques, à savoir qu'au lieu de régler des problèmes, elles en créent de nouveaux. Cette décision fait écho à l'interdiction d'ouverture de nuit du magasin Sephora des Champs-Élysées. Ces jugements vont à l'encontre de l'opinion publique. Selon un sondage, 64% des Français sont favorables au travail de nuit dans les zones touristiques. La suite du 22h et toute l'actualité à présent analysée par nos invités ce soir. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombault est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Stéphane Rosès, bonsoir. Politologue, président de CAP et professeur à Sciences Po. Avec nous également ce soir François Miquet-Marty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Institut d'études Viva Voice et l'auteur de ce livre, Les nouvelles passions françaises. On va en parler en détail ce soir. Mais d'abord, l'actualité, c'est ce nouvel accroc au sein du gouvernement, la solidarité gouvernementale qui vole en éclats. Cécile Duflot a donc violemment critiqué les propos de son collègue de l'Intérieur à propos des Roms. Elle en appelle au président. L'exécutif avait tapé du poing Stéphane Rosès sur la table il n'y a pas si longtemps, affirmant qu'il n'y a et qu'il ne doit y avoir qu'une seule ligne au gouvernement. Ce soir, combien y a-t-il de lignes ? Écoutez, il y a toujours eu dans la gauche, y compris au sein du gouvernement, sur les questions notamment culturelles, des débats. Une gauche républicaine d'un côté, de l'autre une gauche libérale au plan culturel, libertaire, pour être caricatural. Là, la nouveauté, c'est qu'ils sont au gouvernement. Cécile Duflot est au gouvernement. Alors, elle s'est exprimée lors des journées parlementaires, mais on sent qu'il y a une nécessité à l'intérieur de la gauche de se distinguer sur des curseurs, et souvent, ce sont des curseurs culturels. Ce qui est intéressant, c'est que entre la gauche et la droite, c'est souvent des questions culturelles qui distinguent la gauche et la droite. Et à l'intérieur même de la gauche, il y a effectivement un rebond. Alors, auquel il faut rajouter les positions institutionnelles des uns et des autres. Manuel Valls s'occupe, je dirais, de la sécurité des territoires. Donc, il a en plus de ça un prisme qui fait qu'il écoute beaucoup les élus locaux. Donc, combien de lignes la gauche est traversée de sensibilités différentes, et il est quand même un peu compliqué sur des sujets sociétaux et de fond de dire je ne veux voir qu'une tête. Mieux vaudrait néanmoins que ça ne soit pas un ministre qui exprime ses différences. Peut-être deux têtes, mais une seule politique. Voilà, c'est ça. François Miquet-Marty, quel est votre avis sur cette nouvelle polémique aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il y a effectivement, Stéphane le dit très bien, une pluralité de sensibilités à gauche. Au fond, on a aussi des publics, des électorats de gauche qui eux-mêmes sont très différents. Et je crois que Manuel Valls et Cécile Duflot ne parlent pas aux mêmes électorats. D'une certaine manière, à travers l'affichage de leurs différences ou de leur diversité, de leur clivage, eh bien, d'une certaine manière, ils mobilisent aussi des publics, des populations, des catégories de Français qui sont très différents. Le paradoxe, autrement dit, de cette histoire, c'est que
il y a peut-être deux gagnants qui sont l'un et l'autre, Manuel Valls et Cécile Duflot, et un perdant qui est le gouvernement dans son ensemble et probablement Jean-Marc Ayrault. Alors justement, à l'approche des municipales, de nombreux sujets sensibles risquent de marquer peut-être une nouvelle fois une ligne de fracture dans un gouvernement, vous l'avez dit, qui rassemble des sensibilités très différentes. Comment Jean-Marc Ayrault et surtout François Hollande pourront-ils maintenir cette cohésion? Et comment la maintenir alors que tout va s'emballer à l'approche des municipales? Bien justement, il y a un premier sujet qui traverse la gauche. François-Michel Marty l'a dit, c'est pas les mêmes électorats, c'est pas les mêmes types de territoires concernés. Et évidemment, les municipales, c'est dans combien de villes va-t-il y avoir des primaires entre le Parti socialiste et les écologistes? Et vous comprenez bien le paradoxe. Plus les écologistes sont au sein du gouvernement, plus ils doivent être solidaires, mais en même temps, du fait de leurs succès électoraux antérieurs, pas la présidentielle, mais des européennes, ils peuvent être incités à se dire on y va, et donc ils sont obligés de trouver des marqueurs, et ils vont chercher ce qui leur semble être des marqueurs identitaires. Donc les municipales ne sont pas forcément, parce que dans tout un tas de grandes villes il y aura des primaires, ne sont pas forcément une facilitation. Et en plus de ça, paradoxalement, comme l'UMP est en crise, elle, identitaire encore plus grave, le péril, c'est un péril du Front National, du coup ça laisse la gauche un peu plus s'égayer que d'habitude. Alors cette sortie a quelque peu brouillé le message, la journée de François Hollande, c'est à Florange. On va s'arrêter sur ce déplacement sur le site lorrain et revenir en arrière avec la dernière visite de François Hollande, alors candidat. Regardez, et c'est un extrait du documentaire L'acier trompé du réalisateur Tristan Thiel, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site publicsénat.fr. Regardez. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir et le faire blonder et que vous fassiez en sorte d'avoir une industrie sidérurgique moderne et d'avenir. Eh bien, si Mittal, je ne le souhaite pas, ne veut plus de vous, oui, je suis prêt parce que je viens ici aussi comme député. Et j'avais déjà pris cet engagement à Gandrange, que nous déposions une proposition de loi qui dirait la chose suivante, et ça vaut pour ici comme pour d'autres sites, quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Alors après ces images et 19 mois plus tard, c'est le président qui est donc revenu pour assumer ses choix concernant Florange. Il était arrivé sur les sifflets. Le départ tout à l'heure a été plus serein, moins bruyant on va dire. Alors avant de parler de l'aspect politique, Jean-Louis Gombault, sur l'annonce qui a été faite et sur la réalité de la situation des métallos, qu'en est-il? Alors, ce qui était surprenant cet après-midi, c'est que le président n'a pas été hué. Vous avez dit qu'il y avait quelques sifflets au départ, mais ils ont bien accueilli la proposition qui leur a été faite. Et c'est assez étrange quand même, c'est assez surprenant. Alors, il faut en voir certainement la raison pour laquelle, d'abord, ces gens se sont battus depuis 2 ans et ils sont battus. C'est-à-dire, le candidat Hollande leur dit « Je suis venu ici, vous ne voulez pas que les 2 hauts fourneaux ferment » et ils sont fermés. Donc ces gens sont battus. Mais ils ont évité le pire. Le pire, c'était les licenciements, le plan social. Et effectivement, quand on regarde les chiffres, sur les 600 salariés concernés, il y en a 400 qui sont actuellement en formation et 200 qui sont déjà en période de reconversion. Ils ont donc évité le pire. Et pour eux, le problème, c'est qu'il faut tourner la page. Et c'est ce que leur a proposé Hollande, ça lui convenait tout à fait aujourd'hui. Il leur propose effectivement de tourner la page. Effectivement, vous êtes battus, il leur a pas dit ça, mais ça revient effectivement à ça. Et moi, j'ai d'ailleurs fait un contrat État avec la région Lorraine il y a à peu près 15 jours de cela sur 300 millions d'euros. Aujourd'hui, je vous annonce la création d'un institut de recherche sur l'acier pour faire de l'acier de haute valeur ajoutée et je mets dessus 150 millions d'euros. On ne sait pas s'ils sont dans les 300 millions, il n'a pas donné de précision. Mais enfin, il annonce l'institut. Le seul petit problème, c'est que ArcelorMittal n'est pas pour faire de l'acier haut de gamme. Il veut faire de l'acier moyen de gamme à bas prix haut de gamme. Mais enfin, c'est une affaire peut-être un petit peu secondaire. Donc, ces ouvriers étaient dans la situation suivante. Ils ont eu un deuil.
le deuil de leurs deux hauts fourneaux. Et comme toute personne qui a un deuil, le problème maintenant pour eux, c'est de rebondir. Et c'est ce que leur a proposé François Hollande. Oui. Ils l'ont accueilli avec, pas enthousiasme, un certain scepticisme, mais il faut tourner la page. Avant d'aborder l'aspect politique, François Hollande a promis aussi d'assurer, je le cite, un l'acier de demain. On sait qu'en Lorraine, le charbon et l'acier ont façonné les paysages et, j'allais dire, l'esprit des hommes. Est-ce que ça va continuer? Je pense que quelque part, c'est une partie de la page de l'acier qui est tournée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dure depuis 40 ans. Rappelons-nous François Mitterrand. En octobre 83, il annonce à Longwy, qui est à 30 km de Gandrange, qui elle-même est à 5 km de Florange. Donc nous sommes dans un périmètre très étroit. Il annonce la nationalisation de l'acier et il dit que ça sera un fer de lance pour la région Lorraine. Quelques mois plus tard, 25 000 licenciements. Et il met, François Mitterrand, rappelez-vous, 10 milliards, l'équivalent de 10 milliards d'euros sur la table, et en donnant des conditions de licenciement tout à fait royales à ces ouvriers. Et pourtant, ils viennent à Paris et ils défilent Mitterrand, trahison, Mitterrand, trahison. Et Hollande réussit dans cette histoire à ce qu'il n'y ait pas de slogan de ce type particulièrement violent, Hollande, trahison, alors que, pourquoi cela? Sans doute parce que ces gens sont fatigués, ils sont quelque part brisés, et puis en plus ils ont perdu un soutien dans la population. Disons la classe ouvrière commence à se dissiper dans la mentalité de la population. Stéphane Anzès, il y avait du courage à revenir, même si le contact n'a pas été direct avec tous les ouvriers. Il a surtout rencontré les syndicats. Est-ce qu'il y avait du courage à revenir et est-ce que c'est un bénéfice? Oui, il y avait du courage politique? Parce qu'au sein de l'exécutif, ça fait l'objet d'un débat. Les entourages étaient ambivalents là-dessus. Jean-Louis Gombault l'a dit, il s'agissait de tourner une page, de respecter la parole de François Hollande, contrairement à son prédécesseur. Mais il s'agissait surtout que Paris acte ce qui a été dit, c'est-à-dire que les Lorrains en ont assez de Florange. C'est plus les Parisiens qui vont pas se faire à l'idée que la Lorraine ne soit pas associée à l'acier que les Lorrains eux-mêmes. Absolument. C'est-à-dire que les Parisiens, nous, la nation, nous sommes contents d'avoir des régions qui sont affiliées à des imageries. Et la Lorraine, ça a été Lorraine cœur d'acier, la classe ouvrière. Et on veut d'un certain point de vue. Oui, les Parisiens dans l'imaginaire des Parisiens. Oui, le reste de la France, mais enfin c'est Paris qui fait beaucoup l'actualité. On est content d'avoir une région qui représente le passé avec des gens courageux qui se battent au pied du mur. Les Lorrains, ils sont pas du tout là-dessus. Quand vous allez en Lorraine, eux, ils sont déjà depuis un certain temps sur la vallée de l'énergie, des matériaux, des procédés. Jean-Louis Gombault l'a dit, ils ont signé un contrat assez avantageux avec Jean-Marc Ayrault il y a 15 jours. Et véritablement, eux se disent, si on ne se projette pas dans l'avenir, on est fini. Et donc, ils ont Florange comme une sorte, je dirais, de boulet du passé. Et donc, il était nécessaire que François Hollande acte pour tout le monde que Florange s'était terminé, que la Lorraine avait des atouts aujourd'hui qui lui permettaient d'être un territoire attractif en développant son potentiel, non seulement économique dans l'industrie, mais également dans le service et l'articulation technologie. D'accord. François Miquet-Mertier, est-ce que je vais rappeler un petit peu, je vais rappeler même longuement l'objet de votre livre, mais est-ce que vous êtes rendu justement en Lorraine pour un petit peu prendre le pouls, c'est ce que vous faites dans ce livre, de l'état des Français et particulièrement dans cette région? Vous êtes allé? Oui, je crois que... Vous avez fait beaucoup de régions. J'ai fait, oui, beaucoup de régions. Je me suis rendu dans un grand nombre de régions. Je crois que ce qui est très frappant, c'est d'abord un sentiment de solitude très fort. Et puis, et c'est là que je pense ces éléments font écho au déplacement de François Hollande, un besoin de lien, un besoin d'attention, tout simplement. Alors on peut dire effectivement les promesses de la campagne présidentielle n'ont pas été tenues. Enfin, faut-il, parce que ces promesses n'ont pas été tenues, être indifférent? Donc l'attention me semble importante. Et puis au-delà de ça, je crois qu'on parle beaucoup du discrédit de la classe politique. Il me semble qu'on est au-delà du discrédit aujourd'hui. On voit apparaître au fond deux sociétés qui divergent. Une société considérée comme celle des puissants ou des dirigeants, et puis une société que l'on peut qualifier, c'est selon la France d'en bas, la France en difficulté, etc. Et toutes les formes d'échange, de rapprochement, même s'ils sont extrêmement ténus, même s'ils sont fragiles, même s'ils sont éphémères,
je pense, me semble utile pour éviter que ce divorce entre ces deux sociétés ne s'accentue. Alors, je vais rappeler le principe de votre livre « Sous votre contrôle ». C'est un portrait des opinions françaises. Vous avez sillonné les régions de France, dans le Nord, le Pas-de-Calais, la région parisienne, la Normandie, sur les rives de la Loire, bref, un peu partout, pour poser la question suivante. Quels sont tous les éléments qui vous préoccupent vraiment? Vous êtes un peu le psy des territoires. C'est un grand mot. Non, je pense qu'il est très intéressant, dans le contexte actuel, d'aller à la rencontre de personnes ayant des profils très différents. Effectivement, des jeunes et des moins jeunes, des ouvriers, des cadres, des milieux, toutes les générations, pour simplement écouter. L'approche dans ce cadre-là est extrêmement modeste. Et le premier élément qui est très frappant, c'est ce besoin de parler. C'est-à-dire, on est dans une société où, quel que soit le statut que l'on peut avoir, quel que soit le niveau de revenu que l'on peut avoir, eh bien, on a besoin de parler, ce qui est un paradoxe en apparence énorme dans cette société d'hypercommunication. Il y a un désir de dire des choses. Et ce qui est dit là, c'est d'une richesse très importante, avec un regard sur l'actualité, un regard sur la crise économique, et un regard sur la politique. Les réponses ne sont pas tant, et je vais donner la parole à Jean-Louis et Stéphane, ne sont pas tant économiques, mais d'abord sociétales, sur nos valeurs. On a mal à notre société. D'ailleurs, vous utilisez cette expression, la mal-société. C'est ça ce qui ressort d'abord de ce qu'ils vous disent. C'est ça. Si vous voulez, le premier entretien que j'ai fait, je n'avais pas à l'époque l'intention d'écrire nécessairement quelque chose, premier entretien que j'ai fait avec une employée de mairie près de Tours, il a été très frappant. Nous sommes dans le contexte d'une crise économique. Et lorsque je discute avec cette employée de mairie, lorsque je l'écoute parler, elle parle au fond d'une crise de la société, des incivilités. On vit dans un monde où on ne se dit plus bonjour, où il n'y a plus de solidarité, où on ne fait plus attention à l'autre, où on ne se respecte plus. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très frappant de constater que la notion de respect est soutenue par les plus jeunes. C'est le premier élément. Ce constat, ce discours est très répété et très général. Et deuxième élément, il est souvent considéré par une majorité de Français aujourd'hui, il est considéré comme l'une des raisons de la crise économique que l'on est en train de traverser. Autrement dit, tableau assez noir, non, je vais vous laisser parler, mais il y a quand même des réponses, des alternatives. Pour certains, c'est la résistance, entre guillemets, au sens de créer son propre monde, comme cette mère de famille que vous avez rencontrée dans le Sud-Est, ou encore Arnaud, qui est enseignant dans un lycée professionnel, qui a fait des choix tranchés un petit peu, et qui s'est créé son propre monde. C'est bien cela? C'est ça. C'est-à-dire, au fond, des micro-sociétés qui se recomposent. Il ne s'agit pas nécessairement... C'est pas un peu d'égoïsme, un peu de repli sur soi? Pas du tout. Ce n'est pas un égoïsme dès lors qu'il s'agit d'avoir, au fond, des idéaux, des valeurs de société avec sa famille, mais aussi avec ses proches, son entourage, son voisinage, et reconstituer, mettre en application les valeurs auxquelles on est attaché. Effectivement, cet Arnaud dont vous parlez est quelqu'un qui a totalement changé de vie, qui était un enseignant en Normandie, qui est parti vivre dans le sud de la France, et qui a décidé, c'est sa vision du monde, ce sont ses valeurs, d'abandonner tout ce qui s'apparente à la société de consommation, aux nouvelles technologies. Il en a l'air très heureux, il a repris la main sur sa vie, estimant que souvent les politiques ou les entreprises n'y parviennent pas. Jean-Luc Gombault. Je veux simplement rebondir sur ce dernier exemple que vous citez. Je n'ai pas lu le livre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les gens sont traversés par des problèmes contradictoires. Vous me dites, par exemple, ils disent on ne communique pas assez. Et vous citez comme exemple quelqu'un qui se replie sur lui-même. Donc c'est curieux cette contradiction. Et on pourrait, je crois, citer plein d'autres exemples où les gens ont du mal à vivre leurs propres contradictions. Comment dire on ne communique pas assez et se replier sur soi-même? Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème de cette façon? Eh bien, je crois qu'il est possible, au contraire, de faire valoir l'idée d'un véritable échange qui ne soit pas nécessairement universel, qui ne soit pas planétaire. Dans son propre cocon, avec, un petit peu. Oui, mais qu'est-ce que le cocon? Ce sont les gens que l'on côtoie tous les jours. Ce sont des petits commerçants, ce sont des amis, des voisins. Ça peut être un environnement élargi. Ne pas communiquer serait tout simplement ne pas dire bonjour à son voisin. Cet homme dont nous parlons ici, eh bien, a reconstitué une société autour de lui. Est-ce qu'il s'agit d'une ambition de petite taille? J'en suis pas persuadé. Nous avons vécu très longtemps sur une ambition, un idéal à la française, qui était celui d'une conquête quasiment planétaire sur la foi de nos idéaux flamboyants. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une conquête planétaire. Il ne s'agit plus de faire rayonner l'image de la France, mais il s'agit de mettre en acte
avec nos proches, avec ceux que nous aimons, et bien des valeurs auxquelles nous croyons. Alors bien évidemment, cela prend des formes très différentes, mais il y a des traductions concrètes. Merci beaucoup, messieurs. Pardonnez-moi, on arrive à la fin de cette discussion, de ce débat. En tout cas, ce sont des tranches de vie et d'humanité qui sont passionnantes. À la fois, il y a l'aspect économique, sociétal, puis à la fois, c'est ça, il y a vraiment toutes ces opinions françaises. Donc, je vous le recommande, de François Mickey-Marty. Merci d'avoir été notre invité. Merci Jean-Luc Gourbaud et Stéphane Rosès. La suite du 22h, avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Faustine Saint-Geniès. Hassan Rouhani décidé à coopérer. Dans une interview au Washington Post, le président iranien se dit prêt à signer un accord sur le nucléaire dans un délai de 3 à 6 mois. Une déclaration qui intervient alors qu'il rencontrait aujourd'hui les chefs de la diplomatie des pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis son élection, le successeur d'Ahmadinejad multiplie les gestes de bonne volonté, mais en exigeant bien évidemment des contreparties d'Israël. La France épinglée sur les gardes hospitalières. La Commission européenne lance une procédure d'infraction contre l'Hexagone. Elle rappelle qu'une directive limite le travail hebdomadaire à 48 heures et impose des périodes de repos après les heures supplémentaires de nuit. Il existe bien une exception pour les médecins hospitaliers, à condition qu'ils donnent leur accord, une condition bafouée par la France qui dispose de 2 mois pour appliquer le droit européen. Un seul objectif pour le budget de la sécurité sociale en 2014, ramener le déficit sous la barre des 13 milliards d'euros. Le gouvernement a présenté sa feuille de route. C'est sur la branche maladie la plus déficitaire que portera l'essentiel de l'effort. Les dépenses ne devront pas progresser de plus de 2,4% en 2014, le niveau le plus bas dans un budget depuis 1998. Des anomalies repérées plusieurs mois avant l'accident de train à Brétigny. C'est ce que révèle le journal Le Figaro qui s'est procuré des comptes rendus réalisés 8 jours avant le drame. Il signale des défauts d'entretien, de maintenance et même des fissures dans le rail où est survenu l'accident. La SNCF et Réseau Ferré de France démentent ces informations. Des femmes au Panthéon, c'est ce que réclament les internautes consultés par le Centre des Monuments Nationaux. Parmi les 1200 noms de personnalités suggérés, une majorité sont des femmes. Actuellement, 2 seulement reposent au Panthéon pour 70 hommes. Et la dernière page du 22h pour souffler un peu avec, comme tous les jeudis à présent, l'actu de la semaine, croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez. Voilà pour cette semaine, on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée, à lundi, avec plaisir.